Bonsoir à tous, bienvenue dans Maghreb Orient Express. Ravi de vous retrouver au sommaire ce soir. Une révolution oubliée à Bahreïn. Cela fait maintenant plus d'un an que le soulèvement a débuté. Des manifestants qui défilent dans les rues de manière quasi quotidienne. Image ici d'un rassemblement. C'était ce vendredi contre un projet d'union avec l'Arabie Saoudite. À toute génération, toute confession, des chômeurs, des travailleurs, main dans la main pour réclamer des réformes politiques et sociales. Alors, question, quelles sont les revendications précises de ces manifestants? Pourquoi les États-Unis et l'Europe restent indifférents à ce soulèvement? Pourquoi cette révolte est-elle passée sous silence par les grands médias arabes? Nous le verrons notamment Al Jazeera. 3 invités avec nous ce soir pour en parler. Marc Pellas, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste des relations internationales, spécialiste des questions de sécurité dans les pays du Golfe arabo-persique. Laurence Louer, bienvenue à vous. Vous êtes chercheuse à Sciences Po, CERI CNRS. Le CERI, c'est le Centre d'études et de recherche internationale. Vous êtes l'auteur de Schisme et politique au Moyen-Orient, Iran, Irak, Liban, monarchie du Golfe. C'est un livre qui est paru aux éditions Autrement. Vous travaillez aussi sur les questions de politique sociale et de l'emploi dans les monarchies du Golfe. Avec nous également duplex de Genève, Swazik Dolay. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous en direct dans Maghreb Orient Express. Vous êtes responsable du bureau Afrique du Nord et Moyen-Orient à Reporters sans frontières, ONG qui défend la liberté de la presse. Alors vous allez justement intervenir demain, Swazik, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, précisément sur Bahreïn. Alors qu'est-ce que vous allez dire demain? Quel est votre constat concernant l'état de la presse à Bahreïn? Disons que le constat de Reporters sans frontières est vraiment alarmant sur la liberté de la presse dans ce pays. Depuis le 14 février de l'année dernière, les autorités ont imposé vraiment un blackout général sur les événements, afin notamment que les images de la répression, des manifestations dans un premier temps et ensuite de la répression ne circulent pas dans le pays et à l'extérieur. Donc c'est une répression qui a touché les journalistes et les défenseurs des droits de l'homme dans le pays depuis plus d'un an. Les blogueurs, Reporters sans frontières a recensé 3 blogueurs et citoyens journalistes tués depuis un an. On ne compte plus le nombre de journalistes ou blogueurs emprisonnés, interpellés et qui sont passés devant en tout cas jusqu'à récemment devant des cours martiales et voilà. Et aussi le problème de l'accès à la presse étrangère. Voilà, pour le pays, on a tous en tête ce qui s'est passé à la fois au moment du Grand Prix de Formule 1 de Manama au mois d'avril dernier, où un certain nombre de journalistes étrangers n'ont pu entrer dans le pays, et ceux qui ont pu avoir accès, certains ont même été expulsés du pays. Et moi-même, je devais me rendre en mission il y a 2 semaines avec une délégation d'ONG défendant la liberté de la presse, et la mission, cette délégation n'a pas pu, le visa a été refusé pour soi-disant maintenant nous permettre d'avoir un meilleur accès, mais une seule ONG ne peut rentrer au Bahreïn, une seule ONG à la fois, alors qu'on était 6 à pouvoir rentrer. Alors restez avec nous, on avait eu un premier visa. Très bien, restez avec nous, Swazik Dolay. On revient vers vous dans quelques instants. Laurence Louer, que réclament exactement ces femmes et ces hommes qui manifestent parfois au péril de leur vie? Que demandent-ils exactement? Quelles sont leurs revendications? Alors je pense qu'au départ, le 14 février 2011, quand il y a eu cette première manifestation, il y avait un relatif consensus sur les demandes, c'est-à-dire grosso modo une véritable monarchie constitutionnelle telle que l'avait promise le roi dans un texte qu'on appelle la Charte d'action nationale qui avait été votée par référendum en 2001, le 14 février 2001. Et puis, face à la répression brutale de ces manifestations, il y a eu de plus en plus une divergence entre les différents mouvements d'opposition, avec finalement le principal parti politique, Al-Wifaq, qui continue à demander une monarchie constitutionnelle réelle où le gouvernement, un vrai parlement, et où le gouvernement serait issu de la majorité parlementaire, ce qui n'est pas le cas actuellement puisqu'il est nommé par le roi. Et de l'autre côté, un certain nombre d'autres mouvements qui ont signé un texte dans lequel ils appellent à une république au Bahreïn, ce qui veut dire un régime politique dans lequel la famille royale n'a aucune place. Alors il y a aussi des revendications sociales, économiques. Il y a un taux de chômage très important à Bahreïn. Est-ce que vous diriez, vous aussi Marc Pellas, comme Laurence Louer, que l'une des premières revendications, elle est avant tout politique?
Oui, la revendication est à la fois sociale et politique. Elle est politique avant tout parce qu'il y a cette demande de participation politique qui est très ancienne à Bahreïn. Dès les années 20, il y a eu des demandes de participation politique au niveau des conseils municipaux. Ensuite, dans les années 30, il y a eu des demandes pour que Bahreïn puisse bénéficier d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs, une assemblée élue. Il y a eu des mouvements populaire au cours des années 50, en 1965. Il y a eu pendant toutes les années 90... Jusqu'à 2000-2001, des mouvements voilà, aussi de contestation. Les années 90 ont été vraiment pour Bahreïn des années de plomb avec une répression absolument terrible, la torture, enfin toutes les horreurs qu'on connaît dans les dictatures absolues. Et puis, il y a eu en 2001, effectivement, cette éclaircie avec le vote à 99% de la Charte nationale qui ouvrait la voie vers le retour à l'ordre constitutionnel et une participation politique normale. Les opposants demandent d'ailleurs le retour à la Constitution de 1973. Exactement. Ils demandent que il devait y avoir des modifications constitutionnelles, elles soient engagées dans le cadre de la Constitution de 1973, qui est le point de départ qui n'est pas totalement défavorable à la monarchie en place, mais dans lequel il y a des contre-pouvoirs. Alors vous posez la question aussi des revendications sociales. Bahreïn est un pays qui est à la fois très riche et qui a une extrême pauvreté pour toute une partie de sa population. Il est quand même moins riche que les pays voisins au niveau du gaz et du pétrole. Il est moins riche, il produit 200 000 barils par jour et il y a également du gaz. Il est moins riche. Il y a de quoi faire vivre 1 300 000 habitants, quoi, en fait. Il y a de quoi faire vivre, effectivement, 450 ou 500 000 nationaux extrêmement bien s'il n'y avait pas toutes les plaies habituelles des dictatures, c'est-à-dire la corruption, la prévarication, le détournement des fonds publics, et puis une situation très particulière du point de vue du foncier. À peu près 80% des quelques 700 km² de ce petit État sont contrôlés directement ou indirectement par la famille Khalifa. Alors précisons que le roi s'appelle Ahmad Ben Issa El Khalifa et que le Premier ministre, c'est son oncle, il s'appelle Khalifa Ben Salman El Khalifa, il est en poste depuis 1971, donc 1971, même Premier ministre depuis cette date. Je me tourne vers vous, Swazik Dolay, à nouveau. Alors, je parlais tout à l'heure d'un silence autour de ce soulèvement. Soyons quand même clairs, beaucoup de confrères ont tenté d'accéder à ce pays, à ce petit royaume. Vous l'avez dit, les visas sont difficiles, voire impossibles à obtenir. Tout de même, votre réaction, comment vous accueillez le fait que des chaînes, des grands médias qui pourraient s'y rendre finalement, je pense à Al Jazeera et Al Arab, qui sont capables de réunir des dizaines de millions de téléspectateurs comme ils l'ont fait place Tahrir au Caire, quand elles ne couvrent pas ce rassemblement, comment vous réagissez, vous, à RSF ? Nous, c'est vrai que dans le rapport que j'ai rendu public au mois de décembre de l'année dernière, qui faisait un peu le bilan de cette première année des révoltes arabes, on n'a pas manqué, on a vraiment souligné l'absence de couverture d'Al Jazeera sur ce qui se passe au Bahreïn, et que c'est une volonté délibérée de la part des autorités, dans ce cas-là qatari, de faire en sorte qu'on n'ait pas le même écho de ce qui se passe place de la Perle par rapport à ce qui s'est passé place Tahrir. Alors que Reporters sans frontières, on a vraiment insisté. Manama a été le Bahreïn et la place de la Perle, un des 10 lieux les plus dangereux pour les journalistes l'année dernière, avec vraiment des confrères, certains de vos confrères qui ont été délibérément visés par les forces de l'ordre, et on voit encore régulièrement des vidéos de forces de l'ordre, des forces anti-émeutes qui visent délibérément des photographes. Il y a eu un journaliste de Channel 4 qui a été expulsé au moment du Grand Prix de Manama. Voilà. Et ça, il y a eu un excellent reportage d'Al Jazeera, mais en anglais. Et à aucun moment, mais ça c'est en une année, je parle, mais à aucun moment au cours de l'année passée et encore aujourd'hui, Al Jazeera accorde la même couverture par rapport, du moins à ce qui se passe au Bahreïn par rapport à ce qui se passe en Syrie. Alors, certes, les choses sont différentes, mais à aucun moment Al Jazeera s'est fait le relais, comme s'est fait le relais des voix d'opposition. Voilà, à aucun moment Al Jazeera n'a joué ce rôle d'acteur
d'informations sur le Bahreïn. Alors, Swazik Dolay, on sait que les réseaux sociaux, vous les avez évoqués tout à l'heure, ont joué un rôle important dans ce qu'on appelle le printemps arabe, en Tunisie, en Égypte notamment. Qu'en est-il à Bahreïn? Vous avez parlé tout à l'heure de blogueurs inquiétés, de blogueuses inquiétées. Est-ce qu'à Bahreïn aussi, les jeunes, les moins jeunes, utilisent les réseaux sociaux pour faire face à ce régime autoritaire? Le taux de pénétration d'Internet au Bahreïn est extrêmement élevé. C'est un des taux les plus élevés de tout le Moyen-Orient, même plus qu'en Égypte d'ailleurs. Et donc, les gens sont très, très connectés. Les journalistes, c'est vraiment une utilisation fréquente, Twitter, Facebook et compagnie. C'est vraiment quelque chose qui est dans les mœurs depuis très très longtemps. Mais les autorités ont aussi bloqué un grand nombre de sites, à la fois qui permettaient de la retransmission en direct des événements, que ce soit des manifestations et de la répression. Il y a vraiment un grand nombre de sites d'information sur le Bahreïn et les droits de l'homme. On a tous en tête le Bahrain Center for Human Rights, dont le directeur Nabil Rajab a été arrêté le 5 mai dernier, dont l'accès est également bloqué. Voilà, c'est les autorités bahreïnies ont organisé un blackout de l'information sur les manifestations et la répression, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler sur le Bahreïn a très très peu d'informations. Merci. Nous, on en a. Ouais. Nous, on en a parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment un courage extraordinaire de vouloir témoigner de ce qui se passe au quotidien. Et aujourd'hui, les gens veulent parler. Merci beaucoup, Swazik Dolay. On rappelle que Reporters sans frontières a d'ailleurs inscrit sur sa liste Bahreïn comme nouvel ennemi d'Internet. On rappelle l'RSF, l'une de ses devises, faites couler l'encre, pas le sang. Merci beaucoup, Swazik Dolay. Vous intervenez donc demain au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, précisément sur la situation à Bahreïn. Laurence Louer, je me tourne vers vous. Vous êtes une spécialiste, entre guillemets, des mouvements chiites. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, notamment depuis la chute de Saddam Hussein. C'était en 2003. J'aimerais vous montrer un dessin. Il est signé Carlos Latouf. Il s'agit d'un dessinateur brésilien qui est devenu au fil du temps le dessinateur du printemps arabe. On voit le roi El Khalifa qui coupe avec une scie le pays en deux. D'un côté les chiites, d'un côté les sunnites. Question, est-ce que cette tentative de diviser le peuple bahreïnien a marché ou non? Malheureusement, oui. Elle a marché, ça il faut le dire. Il faut rappeler déjà les données de base de la démographie. On pense qu'il y a à peu près 70% de chiites au Bahreïn et 30% de sunnites, mais la famille royale est d'obédience sunnite. Donc dynastie héréditaire sunnite. Voilà, oui. Tout à fait, qui contrôle le pays depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc depuis les années 80, c'est-à-dire notamment après une tentative de coup d'État par un mouvement islamiste chiite en 1981, il y a clairement une tentative de la part du régime de se constituer une sorte de glacis de protection qui serait sunnite, donc de renforcer sa base sunnite, de d'épurer notamment les services de sécurité de ces éléments chiites, et donc dans ces fameux services de sécurité, les officiers sont des Bahreïniens sunnites, en général originaires des tribus qui ont aidé la dynastie régnante à conquérir le Bahreïn à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, les hommes de troupe sont très souvent des mercenaires étrangers. La plupart viennent du monde arabe, beaucoup de Syrie, du Yémen, de Jordanie. On dit même d'Irak depuis la chute du régime en 2003. Ils sont tous sunnites. Et puis, un important aussi contingent de Pakistanais qui apparemment qui sont des mercenaires qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années, donc qui sont employés. Et il y a toute une polémique au Bahreïn puisque le régime octroie la citoyenneté bahreïnienne à beaucoup de ces mercenaires étrangers et à leurs familles, dans l'objectif dit d'opposition, en fait, de modifier l'équilibre démographique en faveur des sunnites. Et alors, c'est vrai que l'un des résultats finalement de la répression de ce soulèvement, c'est que la fracture entre sunnites et chiites n'a probablement jamais été aussi grande. Sauf que ce n'est pas un soulèvement à caractère confessionnel. Le régime, en revanche, s'en prend spécifiquement aux chiites. Il y a environ 3000 Bahreïniens qui ont été virés de leur travail dans le public et dans le privé, notamment dans la compagnie pétrolière, parce qu'ils ont participé aux manifestations, ce qui n'a pas été le cas des sunnites. Ça vous fait réagir? Oui, ça me fait réagir parce que le régime s'en prend chiite, bien sûr. Il veut stigmatiser ce mouvement comme étant un mouvement chiite animé par la haine confessionnelle anti-sunnite, piloté depuis Téhéran. Ça, c'est l'image que ce régime veut donner. Et donc, il s'en prend aux chiites, mais il s'en prend peut-être presque encore plus aux sunnites qui refusent de jouer ce jeu et qui ont manifesté. Mais juste un mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler, mais vraiment quelques mots, la différence entre chiites et sunnites?
Oui, alors au départ c'est une querelle de succession, enfin une querelle à propos de la succession du prophète Mahomet à sa mort. Donc les chiites pensent que le successeur de Mahomet devait être issu de la famille de Mahomet lui-même et notamment de la lignée de son gendre, donc Ali, qui était l'époux de sa fille Fatima. Et donc les sunnites pensent autrement, ils font allégeance au calife, si vous voulez. Et puis après il y a des grosses différences dans la pratique religieuse, dans la pratique rituelle en particulier. Marc Pellas, vous avez travaillé sur cette question qu'évoquait Laurence Louer, sur ces mercenaires finalement qui venaient prêter main forte. Parlez-nous de cette répression. Il y a notamment ces gaz très controversés dont certains viennent des États-Unis. On dénombre à peu près 85 morts. Beaucoup d'entre eux ont été tués par ces gaz. Alors, oui, l'utilisation des gaz est extensive. Elle a lieu y compris dans les habitations. Le régime fait des raids nocturnes auprès des opposants, qu'ils soient en prison ou dans leur famille, débarque à 3 heures du matin avec des béliers, saccage les appartements et met énormément fait exploser des gaz lacrymogènes. Alors il y a des rapports les 3 principales organisations mondiales de droits de l'homme, Amnesty, Human Rights Watch et la FIDH ont extrêmement bien documenté tout cela. Il y a eu plusieurs morts à cause des gaz lacrymogènes. Mais il y a eu surtout énormément de morts à balles, à tir tendu pendant les manifestations. Et on voit sur YouTube des officiers des forces de sécurité chargés au revolver sur les manifestants désarmés. Alors la question des mercenaires, elle est extrêmement importante parce que une barrière naturelle à l'extension ou à l'utilisation excessive de la force contre une population, c'est le fait que les forces de sécurité, les policiers, proviennent de cette population. Et donc, ils ne peuvent pas engager contre la population dont ils proviennent une violence qui dépasse certaines limites. Dans le cas de Bahreïn, la famille Khalifa a pris le soin de recruter ces forces de sécurité pour les commandants auprès d'elle-même. Donc il y a beaucoup de Khalifa ou d'affidés proches sunnites, mais les officiers intermédiaires et les soldats sont des mercenaires. Dans la presse pakistanaise militaire passent des petites annonces de recrutement de mercenaires. Et donc dès lors que vous avez des gens qui ne sont pas des nationaux, la répression... Alors, il y a aussi un autre point qui fait polémique, il y a ces mercenaires, il y a aussi 2 officiers, un britannique, un américain, qui se sont rendus à Bahreïn pour apporter leur service. On se souvient de Michel Alliot-Marie sur la Tunisie, l'ex-ministre de la Défense française, qui avait proposé le savoir-faire sécuritaire de la France aux Tunisiens. Cette fois-ci, ce sont 2 officiers qui sont allés là-bas. Ma question est claire, certains demandent à ce qu'ils soient jugés devant une cour internationale. Est-ce que c'est légal ou pas, ces officiers qui prêtent main forte au régime de Bahreïn ? S'ils commettent des crimes à Bahreïn, c'est tout à fait légal. Mais je crois que nous pouvons éventuellement, puisque nous sommes ici en France, dire un mot de ce que fait la France là-bas jusqu'à maintenant. Il y a eu des accords de sécurité entre le gouvernement français et le gouvernement bahreïnien pour leur faire profiter à la fois de notre matériel de répression et de notre savoir-faire. Vous savez que le gouvernement était fier du savoir-faire en matière de maintien de l'ordre. Et il y a eu au cours du printemps dernier un accord politique de facto, dont les termes sont évidents. D'une part, le gouvernement français a mis la pédale douce sur la critique des violations de droits de l'homme à Bahreïn, et d'autre part, Bahreïn a proposé la candidature de Madame Christine Lagarde comme directrice générale du FMI. Madame Lagarde est passée sur les télévisions en disant qu'elle était extrêmement honorée de la présentation de sa candidature par Bahreïn. Et puis, on a vu en septembre, quand il y a eu la conférence sur la Libye, le roi Hamad, autoproclamé de Bahreïn, venir pour le retour de la démocratie en Libye, venir en tant qu'expert donner des conseils sur le retour de la démocratie en Libye. Alors plus qu'un silence, selon vous, c'est un soutien affiché à ce régime en place. Je vais vous montrer un dessin, j'en ai montré un à Laurence Louer. Celui-ci, il est pour vous, il est toujours signé du même dessinateur. C'est toujours le roi qui est vilipendé. Il porte sur le dos un navire de guerre américain sur lequel on peut lire, enfin c'est écrit en petit, 5e flotte de la marine américaine. En fait, il faut savoir que le quartier général de cette 5e flotte américaine est basé à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la place de la Perle à Manama. Est-ce que ceci explique cela ? Oui.
il y a une clarté à Bahreïn et il y a une complexité. La clarté, c'est le fait qu'il existe, malgré ce que nous disait Laurence Louer, en nous disant qu'il existe maintenant des gens qui sont républicains à Bahreïn dans l'opposition, il existe jusqu'à maintenant une opposition qui encore représente très probablement une majorité. Le seul mouvement WIFAQ a représenté 64% des suffrages exprimés lors des dernières élections connues, celle d'octobre 2010. Et donc, il existe une opposition qui accepterait de travailler dans le cadre d'une monarchie constitutionnelle. Cette situation est une situation de simplicité, parce qu'il ne vous échappe pas que dans l'ensemble des situations de révolution arabe, il y a une très grande fragmentation des oppositions. Oui. Par contre, la complexité, c'est celle de la présence de la base américaine de Jufer, qui représente le commandement du naval du CENTCOM et qui représente le commandement de la 5e flotte. Et il est évident que si on suit les déclarations de l'administration états-unienne depuis un an, on s'aperçoit que c'est une valse hésitation entre des demandes molles de dialogue. Il y a parfois eu quand même, précisons-le, de la part des États-Unis, y compris de la France, de dire au régime de ne pas utiliser la force, etc. Mais comme vous dites, c'est très timide. Laurence Louer, est-ce que vous diriez aujourd'hui que le mouvement de contestation, même s'il dure, a échoué ? La première phase a échoué, au sens où clairement il n'y a pas eu de révolution, pas eu de renversement du régime, pas eu de réforme significative. C'est même tout l'inverse qui s'est passé, puisqu'il y a aujourd'hui à Bahreïn moins de liberté qu'il y en avait avant la révolte de 2011. Mais on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est-à-dire que les manifestations ont repris à partir du mois d'août 2011. Elles deviennent de plus en plus violentes. Il y a des heurts toutes les semaines entre des manifestants et les forces de l'ordre. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation qui a eu lieu déjà dans les années 1990 pendant 4 ans. Il y a eu un grand soulèvement entre 1994 et 1999 où on avait comme ça pratiquement toutes les semaines, des manifestations, des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des milliers de manifestants arrêtés, torturés. Et on peut très bien, là, être au début d'un nouveau cycle de violence. Alors, Bahreïn, en arabe, c'est le duel, ça veut dire les deux mers. On va regarder la carte et vous allez comprendre comment ce pays est au cœur d'enjeux géostratégiques. Laurence Louer, on se souvient que le Conseil de coopération du Golfe avait envoyé ses troupes, des troupes émiraties et des troupes saoudienne, c'était un mois après le début du soulèvement, le 14 mars 2011 très précisément. Est-ce qu'on peut parler, on parlait tout à l'heure des mouvements chiites que vous connaissez bien, quel est le rôle de l'Iran, celui de l'Arabie saoudite? Est-ce qu'il y a un affrontement à distance? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un affrontement à distance, véritablement. Il y a évidemment, de la part de l'Arabie saoudite, il y a très probablement une crainte que l'Iran profite de la déstabilisation du Bahreïn pour étendre ses réseaux d'influence au Bahreïn. Et donc, il y a une volonté là de dire stop. Ici, le Bahreïn, c'est un précaré saoudien, c'est un protectorat saoudien, de facto. Et donc, on ne touche pas à cela. Mais je crois que les motivations saoudiennes, elles sont bien plus larges. Ce que a voulu signifier l'Arabie saoudite en intervenant directement, donc militairement au Bahreïn, c'est on ne touche pas au régime dynastique du Golfe, que ce soit Bahreïn, que ce soit le Qatar, que ce soit les Émirats arabes unis. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. D'ailleurs, l'Arabie saoudite n'avait même pas eu l'autorisation des États-Unis pour intervenir, il me semble. Elle l'a fait, en tout cas pas officiellement. Les États-Unis, on pense qu'ils n'étaient pas d'accord, parce qu'ils pensaient que ça allait envenimer les choses. Mais je crois qu'il faut dire un mot aussi sur l'Iran, parce que le discours saoudien, comme le discours bahreïnien, c'est en effet de présenter ce soulèvement comme ayant été instigé par Téhéran. À chaque fois qu'il y a un soulèvement à Bahreïn depuis les années 80, c'est comme cela que c'est présenté, et c'est tout à fait faux. Là, je crois qu'il y a un relatif consensus chez les observateurs extérieurs, parmi les chancelleries occidentales. Le rapport de la Commission internationale indépendante, qui a rendu un rapport de 500 pages en novembre 2011, le dit clairement. Il n'y a absolument aucune preuve. Il n'y a pas la main d'étranger. Il n'y a pas la main d'étranger. Et il ne faut pas oublier que la politique étrangère de Téhéran, on va dire depuis le début des années 90, vis-à-vis des monarchies du Golfe, est une politique qui a évolué. On n'est plus question de tenter d'exporter la révolution dans les monarchies du Golfe, mais d'essayer d'avoir un modus vivendi, notamment avec l'Arabie saoudite. Très vite, mais vraiment quelques mots, Marc Pellas, on est pris par le temps. S'il y a une chose que ne veulent pas même les chiites majoritaires à Bahreïn, c'est un régime à l'iranienne. Et donc la question posée, c'est celle de savoir si les monarchies absolutistes du Golfe vont réussir à cartéliser leur défense et la défense de l'absolutisme
et le pérenniser. Merci. Grâce à ça. Merci à tous les deux. Très rapidement, on termine avec un hommage. Vous avez peut-être vu cette rose, je la prends dans les mains. On va rendre un hommage en musique à Warda El Jazairiya qui nous a quittés cette semaine. C'était jeudi à l'âge de 72 ans. Une grande voix, elle chantait la dignité de la femme, l'amour, la liberté. On va lui rendre un hommage avec cette chanson qui s'appelle Dan Dana. À dimanche prochain, on parlera du Qatar. C'est parti pour la musique. ولا دندنا دندنا لا 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 هو لولاك ما كان عمري ودنا أنسى وأنا ولا دندنا دندنا